Juste pour vous dire un petit peu où on en est de ces thérapies complémentaires, pour moi ça a été magique, ça me rend beaucoup. Mes patients, ils sont guéris tous et ils me le disent depuis 20 ans, ou bien c'est des charlatans, tout ça ne sert à rien, ils pensent qu'à faire du fric. Donc on en est en gros là. Ça, c'est la synthèse de ce qui se passe actuellement dans le microcosme, et je pense qu'il faut vraiment arrêter parce que on y sera toujours dans 30 ans. Et je pense vraiment ce qu'il faut, c'est voir si c'est utile ou pas, et si c'est utile, dans quelles conditions on peut raisonnablement y avoir accès, parce qu'il y a aussi un problème d'accessibilité, de remboursement, enfin, il y a toute une mécanique à décliner derrière. Ça, c'est pour vous rappeler ce qu'est une maladie chronique, c'est en gros ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on a à la fois la maladie, et on a tous ces retentissements somatiques, perte d'autonomie, cognitif, les rythmes de vie, psychologique, familial, social, économique. Et ça, c'est pas les médicaments qui jouent là-dessus, c'est bien évident, je viens d'en parler. Mais ça veut dire aussi que le traitement de ces maladies chroniques, ça ne peut plus être une seule personne qui donne des médicaments, mais toute une équipe, tout un parcours de soins qui va permettre d'essayer d'avoir un impact sur chacune de ces dimensions pour voir quelle est la meilleure méthode pour aider le patient à améliorer sa situation. Ça, c'est un peu ce que je viens de vous dire déjà aussi, c'est-à-dire qu'on peut voir dans la maladie chronique deux parties. D'une part, ce qu'il est convenu d'appeler la question internationale la rémission. La rémission, en fait, c'est la disparition des critères de la maladie, disparition totale ou partielle. Donc, le patient va mieux, ses symptômes ont disparu ou se sont très atténués. Est-ce que c'est pour autant la guérison? Non, c'est pas la guérison. Donc, la rémission n'est pas la guérison. La guérison, ça veut dire la suppression complète de la maladie. Là, c'est juste, finalement, qu'il a plus de poussée, il a moins de diarrhée, il a moins de symptômes. Et il y a le rétablissement. Le rétablissement, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire en quoi je peux améliorer, si ce patient qui a toujours sa maladie chronique, sa qualité de vie, et donc améliorer les différentes dimensions fonctionnelles. Alors, vous voyez que ça va très loin, hein, ça va de l'espoir à la déstigmatisation des patients avec ces maladies, sa motivation, sa confiance en lui, ses vulnérabilités, etc., etc. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, un travail de parcours de soins, si on veut véritablement aider le patient et se centrer sur lui. Et ça, c'est le champ d'action des thérapies complémentaires. Et si j'ai insisté, c'est parce qu'on a actuellement une grande ambiguïté. On voudrait laisser penser que thérapie complémentaire devrait faire comme un médicament. Non, c'est pas possible. Bon, ça, c'est ce qu'on vient déjà de dire. On a choisi le terme de thérapie complémentaire. J'ai beaucoup insisté pour ça parce que ce ne sont ni alternatives ni douces. Il y en a plein qui sont pas si douces que ça, hein. Ni parallèles parce qu'on voudrait au contraire que ça se rejoigne et que ça devienne un complément. Voilà, je l'ai déjà évoqué, donc je n'y reviens pas. Il faut sortir de l'impasse, il faut évaluer, il faut valider. Alors, je fais juste un petit commentaire. L'évaluation des thérapies complémentaires, c'est pas la validation. J'entends souvent dire, c'est des méthodes qui sont validées par la science, mais la science, elle valide rien du tout. La science, elle apporte des données dont on va se servir pour positionner, et ça, c'est le boulot de l'HAS, c'est le boulot de l'autre autorité de santé, des experts, de positionner une méthode dans l'arsenal thérapeutique à partir et en s'appuyant sur ces données de la science. Et puis ensuite, personnaliser à chaque patient, comme on vient de voir, mais je vais y revenir, et puis développer, et c'est un souhait, et je crois une évolution relativement inéluctable, de développer des parcours de santé et de soins intégratifs. C'est-à-dire d'associer harmonieusement, comme je l'ai déjà dit, le meilleur des thérapies complémentaires et le meilleur des thérapies conventionnelles, et le meilleur des thérapies complémentaires. Alors, ça implique une bonne évaluation. Et ça, malheureusement, c'est pas toujours fait aussi bien qu'il faudrait. Alors, j'aurais besoin éventuellement d'un peu plus de temps pour développer ça. Mais comme je parlais de dimension fonctionnelle, il y a plein de façons d'évaluer ça. Bon, là, c'est les RDoC, peu importe, c'est une classification comme une autre. L'idée, c'est de voir, voilà ce qu'il en est là. C'est-à-dire les rythmes de base, veille, sommeil, alimentation, tout ce qui est sensoriel et moteur, les émotions positives et négatives, les processus relationnels et tout en haut, les processus cognitifs. Et donc de voir comment on peut aider le patient à améliorer la situation pour ces différentes dimensions. Donc on va en général plutôt du bas vers le haut, en commençant par le plus simple qui sont de restaurer des rythmes de base, donc l'alimentation, l'activité physique, le sommeil très important, variable de risque indépendante pour plein de pathologies.
et puis ensuite jusqu'aux troubles cognitifs qui peut y avoir, c'est-à-dire les représentations que j'ai, les biais de représentation, les difficultés que peuvent entraîner un certain nombre de pathologies sur le plan cognitif. Et puis l'aspect émotionnel qui a pris une dimension extrêmement importante et pour lequel on a maintenant des outils précisément de thérapie complémentaire pour travailler dessus, de type MDR, thérapie sur les émotions, etc. Donc tout ça nécessite d'aider le patient à mettre en place des processus adaptatifs avec des éléments de base qui reposent beaucoup sur l'éducation thérapeutique du patient, sur l'entretien motivationnel, donc là aussi centré sur le patient, à partir de ses besoins, et pas simplement de « vous avez ça, faut faire ça ». Et puis de mettre in fine en face, chaque fois que possible, les méthodes essentiellement non pharmacologiques qui sont à même de l'aider. Petite parenthèse, si un patient est anxieux, s'il a du mal à gérer ses émotions parce qu'il a une pathologie chronique grave, peut-être il vaut mieux qu'il fasse de la relaxation, de la sophrologie ou du yoga, plutôt que de se bourrer de benzodiazépines dont on connaît aussi les effets secondaires et l'efficacité relativement limitée à long terme. Je parle sous contrôle de l'ancien doyen de la faculté de pharmacie. Mais par exemple, chez les personnes âgées, 10% des chutes sont liées aux benzodiazépines. Et si on peut éviter, alors ensuite, voilà, je chute, je fracture la colle du fémur, je suis hospitalisé, je suis opéré, mon état de santé précaire se décompense, et finalement, je me retrouve en EHPAD à la sortie. Donc, il y a des impacts et des conséquences extrêmement importantes de cela. Et donc, voilà un exemple type où peut-être beaucoup d'études ont montré que faire de la relaxation, de la sophrologie, a un impact relativement similaire à celui des benzos, notamment au long cours, avec moins d'effets secondaires. Donc, c'est gagnant-gagnant pour le patient, mais aussi pour la société parce que ça coûte moins cher. Alors, pardon? Oui, oui, pour le patient, mais justement, j'évoquais tout à l'heure l'accès aux soins et le remboursement possible. Alors, il y a un groupe de travail important sous l'égide de la CNAM qui est en train de se mettre en place, justement pour voir s'il n'y a pas un panier de soins de cette nature à rembourser pour certains patients, pour leur permettre d'être remboursés de certaines de ces thérapies complémentaires. Thérapies qui sont remboursées dans certains pays. Alors, thérapies qui sont remboursées souvent dans un panier de soins par les mutuelles, mais là, il y a eu une première expérimentation à la CPM du 77, et là, la CNAM s'en est emparée pour voir s'il n'y a pas, au niveau national, à élargir cette situation. Alors, au-delà des maladies chroniques, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les déterminants d'efficacité thérapeutique, donc je ne vais pas tellement y réinsister, mais on peut avoir un impact ici sur la maladie et les symptômes, donc c'est l'effet thérapeutique spécifique, et puis tous ces autres éléments dus au patient, à l'environnement et à l'influence du thérapeute, qui est en gros, globalement, schématiquement, l'effet placebo, qui se surajoute à un effet spécifique ou pas. J'aurais tendance d'ailleurs à inverser la proposition et à dire cet effet placebo, il existe toujours, plus ou moins important selon les maladies, mais souvent important pour les maladies chroniques, auquel se surajoute potentiellement et éventuellement un effet spécifique d'un médicament. Donc du coup, on comprend bien que si on associe la complexité des maladies chroniques à la complexité de l'acte thérapeutique lui-même, eh ben, on a un résultat fondamentalement complexe. Et que j'évoquais tout à l'heure en introduction et en remerciement, combien notre société maintenant est dichotomique et simpliste. Eh ben, si on est simpliste là-dedans, on arrive à des positions dogmatiques. C'est très bon, c'est très mauvais, alors que forcément, c'est plutôt un dégradé de gris que du blanc ou noir. Alors, bon, l'histoire remonte à Claude Bernard, je n'y insiste pas, mais déjà, il se demandait, quand un médecin guérit un patient, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû au traitement qu'il a proposé, ou comme le disait Balint, au médecin, presque médecin guérisseur, au sens noble du terme, ou est-ce que c'est lié à d'autres choses, par exemple l'évolution spontanée de la maladie? Donc ça, c'est la question de fond qui est de dire, si dès que j'écoute le patient, dès que je m'occupe de lui, il va mieux, la question c'est pourquoi est-ce qu'il va mieux et est-ce que je peux, par des thérapeutiques, accentuer ses bénéfices. Voilà, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Le témoignage des patients ou des soignants ne suffit pas parce que j'entends souvent dire, mais mes patients, ils sont tous très, très contents. Alors en général, quand c'est ça, c'est juste qu'ils se souviennent ou qu'ils ont noté les bons résultats, mais pas forcément les mauvais résultats, parce que je ne connais pas de thérapie, quelle qu'elle soit, médicament ou pas, qui guérisse 100% des patients. C'est dommage, mais c'est comme ça.
Donc voilà, là, l'idée, c'est de commencer à s'intéresser à l'effet spécifique. Alors, comment est-ce qu'on peut l'évaluer? Donc ça, c'est la courbe que j'évoquais tout à l'heure, hein. Quand on regarde ça, on se dit, ah bah, c'est plutôt bien comme résultat. Sauf que ça, vous voyez, c'est la courbe de l'effet placebo. Et le médicament, eh ben, il rajoute en dessous une partie d'effet. Et vous voyez que l'essentiel de l'effet, comme je le disais, il est lié à l'accompagnement psychosocial et à l'effet placebo. Bon, alors là, peut-être je vais en choquer quelques-uns d'entre vous, et je m'en excuse par avance, mais je voudrais rappeler qu'il ne faut pas confondre évaluer une méthode et un médicament et traiter un patient. Quand on évalue une méthode, et on se met dans les meilleures conditions pour pouvoir conclure sur l'efficacité de cette méthode. On ne traite les patients que lorsqu'on a démontré que cette méthode est efficace, que le médicament est efficace. Mais c'est pas pareil, parce que dans le premier cas, tout le protocole est centré sur la méthode. Quand on veut traiter un patient, l'acte, il est centré sur le patient. Et ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très différent, parce que dans le premier cas, on va se mettre dans les meilleures conditions pour supprimer au maximum les biais qui vont éventuellement modifier les résultats et les conclusions. Alors que dans le deuxième cas, eh bien, on va prendre toute cette situation de façon globale qui concerne le patient. Donc en fait, l'évaluation de la méthode, elle est sur des patients relativement théoriques, c'est-à-dire chez qui on essaie qui n'aient pas d'autres pathologies, qui ne prennent pas d'autres traitements ou le moins possible, qui soient comme ci, comme ça, qui n'aient pas vraiment la vraie vie. Donc ça, c'est important à noter parce que du coup, les conclusions et la validité externe, c'est-à-dire l'extension du résultat à l'ensemble de la population, elle n'est pas toujours complètement acquise. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ensuite des effets pragmatiques. J'en redirai deux mots. Donc il est important de se souvenir, évaluation d'un traitement, c'est centré sur le traitement. Traitement d'un patient, c'est centré sur le patient. Bon, ça, c'est ce que je viens de dire. Je pense qu'on peut passer. Alors, je vous montre ça parce que ça, c'est le tableau des forces de recommandation, c'est-à-dire des niveaux de preuve pour chaque méthode que l'HAS a émise en 2013. Parce que souvent, j'entends dire on ne peut pas évaluer ma méthode parce qu'on ne peut pas faire d'essais contrôlés en double aveugle. Vous voyez déjà que là, dans ce liste, il n'y a pas de double aveugle qui est noté. Il y a les effets comparatifs randomisés de forte puissance ou des méta-analyses qui portent sur ces études, mais il n'est pas spécifié qu'il faille forcément faire du double aveugle. Alors, on verra dans un instant que si on en fait, c'est probablement mieux, mais que ce n'est pas absolument obligatoire. Et puis ensuite, on a toute une liste d'études qui permettent d'avoir des niveaux de preuves qui sont moins importants, mais qui sont tout de même intéressants. Alors, bien sûr, je n'aurai pas le temps de tous les développer, mais je vais m'arrêter à la fois sur la méthodologie quantitative et sur peut-être une ou deux autres méthodes. Donc, la méthodologie quantitative, elle est faite pour évaluer et rechercher un effet spécifique sur la maladie, en plus de l'effet placebo. Donc, le principe, encore une fois, c'est de gommer tout ce qui peut, tous les facteurs de biais confondants qui peuvent nuire, qui peuvent expliquer une partie du résultat et nuire donc à la conclusion qui ne doit porter que sur le traitement. Donc, dans l'idéal, c'est de faire deux groupes en parallèle, puisque le premier, ça, je pense qu'on peut passer. Le premier critère d'évaluation, c'est comparer, parce qu'on ne sait pas mesurer quelque chose dans l'absolu. Par contre, on peut comparer une méthode à autre chose. Donc la comparaison, c'est assez simple, ça implique deux groupes. Dans un groupe, je vais donner le traitement à l'étude, dans l'autre groupe, un traitement comparateur, qu'il est très important de choisir parce que du coup, les conclusions ne sont pas les mêmes, qui peuvent être un placebo factice, un traitement de référence quand il existe et pour des raisons éthiques, mais qui peut être aussi une liste d'attente ou rien du tout. Rien du tout, c'est assez rare. Voilà, donc l'idée là, c'est d'éviter les biais entre mes deux groupes, c'est-à-dire de rendre les deux groupes les plus comparables possible. Dans l'idéal, ça serait de faire l'étude sur tous les patients qui ont la pathologie, peu réaliste. Donc on travaille sur échantillons et du coup, comme les patients sont hétérogènes, forcément, dans un cas de probabilité de la conclusion, avec le fameux risque alpha à X% de me tromper. Mais le deuxième idéal, ça serait d'avoir deux groupes strictement comparables, avec comme seule différence le traitement à l'étude. Comme ça, si au bout d'un certain temps de suivi entre les deux groupes, si j'observe une différence, il paraît assez logique de considérer que cette différence peut être attribuée à mon traitement, puisque tout le reste est équivalent par ailleurs. Donc la façon la plus performante pour faire ça, c'est de faire un tirage au sort, donc une randomisation. Je tire au hasard, si le premier patient, je le mets dans le groupe A, dans le groupe B, etc. Et je regarde ce qui se passe. Alors le hasard est parfois facétieux.
Et parfois, il va vous mettre plein d'hommes dans un groupe, plein de femmes dans l'autre, des plus vieux ou des plus âgés. Et ça, c'est embêtant en termes de conclusion parce qu'on n'est pas sûr que le traitement fonctionne de la même façon chez les hommes et chez les femmes ou chez les jeunes ou les personnes plus âgées. Donc, la conclusion en est affaiblie d'autant. Bon, en général, et notamment pour les grands groupes, la randomisation fait correctement son travail. Il n'y a pas de différence significative sur toutes ces variables entre les deux groupes. Et donc, encore une fois, raisonnablement, si on observe une différence à la fin de l'étude, on peut l'attribuer au traitement. Alors, ces deux critères peuvent parfaitement être utilisés pour plein d'études de type thérapie complémentaire, à condition qu'on puisse la standardiser. Donc ça, c'est une première difficulté, c'est que souvent on dit je ne peux pas standardiser parce que pour chaque patient, je fais différemment. Auquel cas, je dis, mais comment vous choisissez alors tel traitement si vous n'avez pas de procédure pour dire pour tel profil de patient, c'est plutôt tel traitement que je veux utiliser? À ce jour, j'attends toujours la réponse. Pour ne rien vous cacher, je l'ai posé plusieurs reprises à des homéopathes. Ce n'est pas la réponse. Et ça, c'est très embêtant parce que si vous ne pouvez pas standardiser, vous avez donc une méthode qui peut rendre des services, mais que vous ne savez pas reproduire. La base de la méthode expérimentale, c'est quand même de pouvoir standardiser et reproduire la méthode, sinon je ne vois pas l'intérêt. Bon, on verra dans un instant qu'il y a un deuxième problème qui est la personnalisation au patient qu'on peut tout de même utiliser, mais ça complique évidemment un peu les choses. Donc, dès qu'on peut standardiser quelque chose, c'est-à-dire que les patients, ils ont tous la même méthode, et les expérimentateurs aussi, parce que souvent les études sont multicentriques, mais si chaque expérimentateur fait sa petite méthode à lui ou adapte sa petite méthode, ça ne peut pas marcher non plus, parce que du coup, on ne sait pas ce qui a marché, ni comment il faut procéder pour la reproduire. Donc, cette notion de standardisation, au moins à minima, elle est très importante. Alors, en revanche, ça ne tient pas compte de la subjectivité du soignant ou du patient, d'où l'idée pour gommer cela, de faire de l'aveugle. Simple aveugle, en général, c'est le patient qui ne sait pas, ou au mieux double aveugle, c'est-à-dire ni le patient ni l'expérimentateur ne savent quel traitement a été proposé, ce qui à ce moment-là gomme cet aspect de subjectivité du soignant et du soigné, puisque on l'a vu il y a un instant, chacun a ses représentations, ses croyances qui ont un impact sur le résultat. Donc ça, c'est le résumé. Voilà, ici, vous avez ici deux groupes parallèles. L'un qui a le traitement 1, l'autre un traitement de référence. Vous mesurez le critère de jugement principal au début, et puis vous regardez à la fin s'il y a une différence qui peut raisonnablement être attribuée au traitement. Alors, une différence significative, ça ne veut pas dire forcément qu'elle a un intérêt clinique. Et ça, c'est parfois une vraie difficulté. Et tout à l'heure, je vous montrerai par exemple une étude qui a été faite sur l'ostéopathie et qui a montré une différence statistiquement significative, mais considérée comme non pertinente sur le plan clinique, et donc l'essai a été considéré comme négatif. À l'inverse, on peut avoir une différence qui n'est pas significative en moyenne, et c'est un peu tout le problème de ces essais contrôlés randomisés qui, sur des variables quantitatives, donnent des moyennes, mais il n'y a pas de patient moyen. Ça veut dire qu'il peut y avoir dans cette moyenne des patients qui répondent, mais qui sont masqués par des patients qui ne répondent pas. Donc là, il y a souvent, et même pour les médicaments maintenant, des travaux qui essayent de montrer, et c'est intéressant en termes de critères d'indication, si parmi ces patients, il y a des patients qui répondent mieux ou moins bien. Alors voilà ce que j'évoquais à l'instant. On peut parfaitement faire des essais contrôlés randomisés, même avec une partie aveugle, par exemple pour l'acupuncture. Alors il y a pas mal d'études sur l'acupuncture qui ont été faites, en voilà une parmi d'autres. En 2023, alors vous savez peut-être qu'il existe des groupes de réflexion qui formalisent ce qu'il faut faire pour qu'un essai clinique soit de bonne qualité. En l'occurrence, pour les ECR, c'est le groupe Consort. Et ce groupe Consort a publié en 2023, il avait déjà publié quelque chose avant, un guide pour faire des essais contrôlés randomisés de bonne qualité pour l'acupuncture. Donc c'est tout à fait possible. Pour l'ostéopathie, je vous ai mis une publication parce qu'elle est récente, qu'elle a défrayé un peu la chronique parmi les ostéopathes, qui n'étaient pas tous très très contents, mais par François Aranoux, qui est rhumatologue à Pellecochin à Paris. Vous voyez, publié dans une très très bonne revue internationale, sans doute une des meilleures revues de médecine américaine et mondiale. Donc, comparant l'ostéopathie manipulative contre une ostéopathie factice, c'est-à-dire qu'en fait, comme pour l'acupuncture, on peut faire du placebo en faisant semblant de mettre des aiguilles chez le patient, alors que ces aiguilles, elles sont placées à côté des points névralgiques décrits par l'acupuncture chinoise, ou bien on peut faire une manipulation qui n'est pas conforme à ce
Ah, ils m'auront tout fait aujourd'hui, hein. Décidément, vraiment, là, là c'est le hasard est contre toi, là. Donc, il est très important parce que beaucoup de méthodes disent je ne peux pas faire du double aveugle. On voit que pour des méthodes de cette nature qui peuvent être standardisées, on peut absolument faire des essais contre-randomisés de bonne qualité. Alors, cette étude de François Ranou avait montré une petite différence entre les manipulations ostéopathiques vraies et les manipulations factices, mais la différence n'avait pas été considérée comme pertinente sur le plan clinique. Il y a plein d'autres études qui vont dans ce sens. Alors, de qualité, c'est tout, Utiliser la souris, tu peux Ah oui. peut-être utiliser la souris. c'est Hein. tout le problème de ces méthodes, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'études de qualité plutôt médiocres, y compris parce qu'il n'y a souvent pas beaucoup de sous et des gens qui ne savent pas forcément très bien faire les études. Monsieur le secrétaire, vous êtes parfait. C'est très complémentaire. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Très complémentaire. Alors, petite remarque, même si on ne peut pas faire d'aveugle avec l'opérateur, parce que si vous faites de la chirurgie, le chirurgien, il sait forcément ce qu'il a fait. Vous pouvez faire compliqué. Mais il y a quand même un moyen de s'en sortir, par exemple, qui est de demander une troisième personne, d'évaluer le patient. C'est-à-dire que l'opérateur fait sa technique, mais c'est pas lui qui évalue le résultat, c'est un troisième opérateur qui, lui, ne sait pas ce que le patient a eu. Alors, ça complique un peu l'étude, ça la rend plus chère, mais c'est possible. Et puis, à la limite, on peut faire, si on a choisi un critère biologique très objectif, par exemple la glycémie, ça peut être un groupe d'experts indépendants qui va se pencher sur les dossiers et dire d'experts, ce patient c'est un bon résultat, ce patient c'est pas un bon résultat. Donc vous voyez qu'on a quand même, au-delà du je peux pas faire parce que je peux pas faire de double aveugle, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, pas mal de méthodes qui permettent de faire des essais cliniques randomisés relativement conformes à la méthodologie scientifique actuelle. Alors, on peut faire des essais croisés. Alors, l'avantage des essais croisés, c'est que le patient, il a les deux traitements successivement. Donc, il est son propre témoin. Donc, ça permet d'avoir relativement moins de patients et d'avoir des conclusions très, très robustes. Malheureusement, évidemment, ça dure plus longtemps, puisque si, par exemple, le traitement est de 3 mois, eh bien, le traitement total, c'est au moins 6 mois, surtout qu'en général, on fait une petite période de wash-out, donc d'arrêt des traitements, d'une quinzaine de jours entre les deux. Donc, c'est vite des traitements qui vont durer ou des études qui vont durer 6 mois, 7 mois. Et évidemment, vous l'avez bien compris, plus la durée des études est longue, plus on va perdre de patients. Alors, les limites de la méthode quantitative, j'en ai déjà parlé un peu. Les résultats sont donnés en moyenne. Donc, c'est une moyenne. Et pour un patient donné, ben, vous ne savez pas ce que ça peut donner, positif ou pas. J'ai déjà parlé des répondeurs, donc je n'y reviens pas. C'est évidemment intéressant pour une médecine très personnalisée de savoir quels sont les patients, les profils de patients répondeurs ou pas. J'ai déjà indiqué que ce n'était pas la vraie vie. C'est vraiment des patients très surveillés, très contraints, très triés, très sélectionnés. Bon, c'est vrai que pour certaines techniques non médicamenteuses, c'est compliqué malgré tout à faire. La personnalisation est difficile. Alors, elle est possible. Il y a eu des études il y a une trentaine d'années avec l'homéopathie. Ils avaient réussi à définir une pathologie et pour cette pathologie, 3-4 traitements qui pouvaient être utilisés de façon aléatoire, mais alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut faire 3-4 placebos pour chaque médicament homéopathique. Ça devient toujours des études un petit peu usine à gaz, et je crois que ça n'a d'ailleurs jamais été répliqué. C'est pour ça que d'autres méthodes sont maintenant explorées. Alors, c'est pragmatique, j'en dis 2 mots simplement, comme on est un petit peu en retard. C'est vérifier dans la vraie vie que les conclusions d'un essai clinique randomisé sont toujours valables. C'est-à-dire que là, cette fois, on va prendre le patient comme il est, avec ses comorbidités, ses traitements, savoir s'il prend ou pas son traitement régulièrement. Et vous savez comme moi sans doute que malheureusement, l'observance des patients n'est pas excellente, quelles que soient les maladies. Bref, dans la vraie vie, tout ce qui peut faire qu'un traitement est peu ou pas efficace, et vérifier que malgré tout, ça fonctionne quand même. Donc ça, c'est intéressant, ce qu'on appelle des phases 4. On démontre avant que le traitement a un bon rapport bénéfice-risque, et ensuite on vérifie que c'est toujours valable, même s'il y a tout un tas d'autres facteurs confondants à côté. Alors j'arrête un tout petit peu sur les études expérimentales en cas unique, qui en fait existent depuis 30 ans, mais qu'on est en train de redécouvrir, notamment dans la médecine physique et l'adaptation. Parce que là, l'idée, c'est compliqué de faire des études contrôlées randomisées, parce qu'on va par exemple essayer de regarder si pour tel patient, c'est telle orthèse qui convient le mieux, ou telle méthode de réadaptation physique qui convient le mieux. Donc c'est assez personnalisé en fonction d'un patient ou d'un petit groupe de patients.
Et c'est pour ça que ces essais reviennent à la mode, mais je pense qu'ils sont aussi probablement bien adaptés à certaines thérapies complémentaires, notamment à l'homéopathie. Il y a d'ailleurs déjà eu 2, 3 publications sur ce sujet. On va prendre un tout petit nombre de patients, 1 ou 2, 3, 4, et puis on va lui adapter son traitement, et puis on va regarder comment ça évolue. Alors, ces cas uniques ne sont pas des cas cliniques au sens où on regarde rétrospectivement ce qui s'est passé. C'est vraiment une étude prospective avec une méthodologie qui est définie dès le départ, des critères de jugement définis dès le départ en fonction de la pathologie et un suivi. Et la force de ces études, c'est qu'on fait beaucoup, beaucoup de mesures avant, pendant, après, de façon à vérifier la bonne stabilité de ces mesures. On la répète même après la fin de l'étude une deuxième fois ou une troisième fois avec d'autres patients pour vérifier que les différences qu'on a observées au long du suivi sont bien stables, sont bien réelles, sont bien objectivables. Et à partir de là, si la méthode est bien respectée, on peut arriver à la conclusion que on a testé, je ne sais pas, une quinzaine de patients sur 3 groupes de 5 et on a observé toujours le même résultat. Et à ce moment-là, ça commence à prendre du sens pour dire qu'il y a probablement quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer par rapport à ce traitement chez ces patients. Donc, vous voyez ici, vous avez la méthodologie et ses différents principes. C'est ce que je viens de dire. Donc, il y a au moins 2 phases. Une première phase où on mesure les critères de jugement sans rien faire. Et puis ensuite, pendant le traitement, après le traitement. Alors, il peut y avoir plus de phases. Il peut y avoir 3, 4 séries de patients en parallèle. Ça n'a pas d'importance. On peut aussi donner successivement aux mêmes patients plusieurs traitements. On peut aussi le faire. Là aussi, ça va rajouter, comme pour les essais croisés, de la durée. Mais c'est très souple, très intéressant en termes d'adaptation à un patient ou à un petit groupe de patients. Alors, il y a une bonne validité interne si on reproduit ce que je viens de dire. Par contre, évidemment, la faiblesse, c'est quand même la validité externe, c'est-à-dire l'extrapolation de ce que j'ai observé à l'ensemble de la population ou à d'autres patients, puisqu'on sait quand même si on donnait beaucoup de mal pour vérifier, revérifier, faire plein de mesures, parce que la puissance de ces essais, elle n'est pas liée comme dans un essai au nombre de patients, mais au nombre de mesures qu'on fait. Donc, même si on s'est mis dans les meilleures conditions pour démontrer quelque chose, on n'est jamais sûr que tout ça soit complètement transposable et extrapolable. En plus, il faut des critères de jugement qui soient particulièrement robustes, parce que, alors, si on prend la glycémie, ça ne pose pas trop de problèmes, on peut la répéter autant qu'on veut, il est quand même fiable dans un intervalle de mesure relativement stable. Si par contre, vous prenez par exemple des tests neuropsychologiques et que vous faites 10 mesures chez un patient, au bout de 5 ou 6, il va connaître par cœur les tests neuropsychologiques et ça n'aura plus aucun sens. Donc, il faut des mesures qu'on puisse répéter souvent sans qu'elles soient pour autant modifiées au fur et à mesure des mesures. Voilà, donc ça, je trouve que cette perspective assez intéressante qui mérite d'être creusée et développée pour la suite. Alors, un mot sur les études d'observation, c'est-à-dire que là, on n'a pas d'intervention. Là, on était dans une étude interventionnelle où on fait quelque chose, on propose quelque chose au patient. Là, on regarde. Alors, on peut regarder une cohorte. C'est intéressant parce qu'on peut mesurer un risque relatif, c'est-à-dire dire, dans cette cohorte, ceux qui ont eu le traitement, ils ont 50% de chances de plus d'aller bien, avec un risque relatif, par exemple, d'1,5. Mais on ne peut pas affirmer pour autant la causalité. Je vous donne un exemple. Pendant une quinzaine d'années, il y a une vingtaine d'années, il y a eu beaucoup de cohortes qui ont été faites pour voir et confirmer que le vin diminuait le risque cardiovasculaire, notamment coronarien. Et il y a eu plein de cohortes, notamment dans les pays anglo-saxons et scandinaves. Et puis ça nous perturbait un peu, voilà. Et tout le monde affirmait, regardez, on a démontré. Alors, je vous passe que quand ça venait de Bordeaux ou d'endroits comme ça, on était un peu plus circonspect sur les biais possibles. Mais voilà, c'est devenu quelque chose qui était cette fameuse courbe en J, relativement solide. Sauf que quand on regardait bien en détail tous les biais, on s'est aperçu que le vin, dans les pays anglo-saxons ou scandinaves il y a 20 ans, c'est une boisson très chère. C'est pas de culture de vin. Ils buvaient de la bière beaucoup, mais du vin, non. Et que du coup, la population qui acceptait, qui consommait du vin dans ces pays-là, elle avait un niveau socioculturel et économique supérieur à la population générale. Et on connaît bien le lien très fort entre qualité de vie, espérance de vie et niveau socioculturel et économique. Et que du coup, la conclusion, c'est probablement un biais de sélection de la population qui explique qu'ils ont moins de maladies coronariennes que l'effet du vin. On sait depuis qu'en effet, cet effet n'existe pas. Il n'y a pas d'effet paradoxal du vin et on le regrette beaucoup.
Voilà. Alors, les cas témoins, c'est pareil, c'est intéressant. Les cas, c'est souvent ce qui a permis de découvrir des choses. Par exemple, il y a des médicaments, et quand on les a observés, on s'est rendu compte qu'il y avait des effets secondaires. Donc ça, on est rétrospectif, on analyse des cas, on les observe, et qu'il y avait des effets secondaires qui paraissaient intéressants. Et finalement, on en rapporte 1, 2, 3, 4, 15, et tout d'un coup, on commence à se dire, ben, quand même, il faudrait qu'on creuse un peu, parce que ce médicament, il a un effet secondaire qui paraît intéressant. Il y a bien comme ça qui faisait repousser les cheveux. Hein. C'est il y a une vingtaine d'années. Peu efficace. Hein, Rien peu efficace. peu efficace, mais voilà, après, le problème, c'est le rapport bénéfice c'est tout ce qu'on veut, mais voilà, c'est une illustration de dire, de temps en temps, on peut avoir comme des indications qui changent parce qu'on trouve qu'il y a un effet secondaire ou une observation qui paraît intéressante. Donc, c'est intéressant, ça donne des orientations, ça permet de regarder un petit peu ce qui se passe, mais là aussi, on ne peut rien affirmer en termes de causalité, bien évidemment. Alors, un mot sur les études qualitatives, et j'ai presque fini, parce qu'en fait, là, j'ai parlé beaucoup de quantitatif ou d'observationnel, mais on voit émerger très fort les études qualitatives qui sont complètement centrées sur le patient. Donc là, on n'a pas d'impact et de cadre rigide et rigoureux, comme je l'ai évoqué pour les ECR. On laisse au contraire remonter des patients tout ce qu'ils veulent. Donc c'est complètement open, c'est des interventions et des discussions qualitatives. On demande aux patients quel est leur ressenti, comment ils voient leur traitement, est-ce que ça leur fait du bien et sur quoi, est-ce qu'ils sont prêts à le reprendre, est-ce que l'observance est bonne. Voilà, la vraie vie vue du côté patient. Donc on n'a pas d'information sur est-ce que ce médicament est meilleur qu'un placebo par exemple, mais on a une information sur ce que disent les patients. Et là aussi, si on a, alors c'est difficile aussi d'avoir des grands nombres de patients parce que c'est très long en termes d'intervention, d'enregistrement du verbatim, d'analyse du verbatim. Mais si on a là aussi des choses qui vont toutes dans le même sens, au bout d'un certain temps, ça fait masse et on peut raisonnablement penser que ce que disent tous les patients dans le même sens, ça a un poids et ça a un sens. Et puis, bien sûr, on évolue pour le coup, mais c'est déjà le cas, vers des études mixtes qui sont à la fois qualitatives et quantitatives, exactement, quantitatives des ECR dans lesquelles on demande l'avis du patient sur ce qu'il pense de son traitement et comment il le fait. Voilà, j'en ai à peu près fini. Donc, évidemment, c'est pas en 40 minutes qu'on peut balayer tout ce champ qui, vous l'avez compris, est très vaste et un peu compliqué. Mais pour arriver quand même à l'idée que quand on dit je ne peux pas évaluer, d'abord, si on veut bien regarder, le simple fait d'observer un phénomène dans un cadre expérimental, c'est déjà évalué. Sauf qu'évidemment, vous le comprenez bien, ça ne permet pas de conclure beaucoup de choses sur notamment la relation de causalité. Mais c'est déjà quelque chose. Après, on l'a vu, on peut évaluer, et souvent dans de bonnes conditions, mais il faut le vouloir. Alors, je ne veux pas être désagréable avec eux, mais je connais quelques méthodes et quelques praticiens qui n'ont pas du tout envie d'évaluer quoi que ce soit, parce que probablement, ils ont plus à perdre qu'à gagner en évaluant une méthode, parce que si elle est positive, c'est très bien. Mais je pense qu'ils craignent aussi que ce ne soit négatif au sens, pas d'effet supérieur au placebo, et auquel cas, à ce moment-là, c'est plutôt embêtant pour la méthode et pour eux. Parfois, il faut bien le reconnaître, c'est enregistré, alors je ne le dirais pas, mais pour leur business, quoi. On est bien vu de le reconnaître. Parce que dans tout ça, il y a aussi le risque de dérive et d'où l'importance d'évaluer, mais aussi d'encadrer derrière et de former les praticiens. Voilà, donc j'évoquais aussi tout à l'heure, s'il y en a 400 ou 500, est-ce qu'il est bien raisonnable d'évaluer tout ça? Enfin, on n'y arrivera jamais, surtout que, encore une fois, il n'y a pas la grosse puissance financière de l'industrie derrière, donc ça risque d'être tendu. Mais peut-être il vaut mieux évaluer un peu autre chose. Hein. J'évoquais déjà des programmes thérapeutiques, puisque finalement, puisqu'elles sont complémentaires, c'est un programme qui associe plusieurs types de méthodes, et finalement, c'est ça qui est efficace. Donc c'est plutôt ça qu'il faudrait évaluer. C'est pas plus simple pour autant. Et puis, pour conclure, c'est la dernière diapositive. Donc, on peut évaluer plus ou moins facilement, je n'y reviens pas. La place de l'arsenal, c'est la validation. Et puis, l'adaptation au patient, c'est la personnalisation. Mais on le fait déjà pour les traitements. On ne traite pas un patient jeune hypertendu de la même façon qu'un patient de 75 ans également hypertendu. Les médicaments ne sont pas les mêmes, les artères ne sont pas les mêmes, le cœur n'est pas le même. Et puis, alors, je veux simplement vous rappeler que la décision thérapeutique, parce qu'on dit evidence-based medicine, on me renvoie essai contrôlé randomisé en double aveugle. Mais pardon, l'evidence-based medicine, c'est l'application des données de la science aux patients. Et c'est là, vous voyez, c'est bien ce qu'avait décrit Sackett en 1982, quand il l'a finalement formalisé. C'est la synthèse de données scientifiques, certes, mais aussi de l'expérience du thérapeute
et des choix du patient et de sa situation. Parce que finalement, quand on regarde bien, si on prend le meilleur médicament de la Terre, c'est pas forcément lui qui, chez certains patients, va donner le meilleur résultat. Si le patient a des effets secondaires, s'il ne prend pas régulièrement, s'il a des comorbidités, s'il a d'autres médicaments, eh bien, peut-être il vaut mieux un plan B qui sera peut-être moins dans l'idéal performant et qui sera plus adapté à la situation du patient que j'ai en face de moi. Et ça n'est pas exceptionnel. Et c'est pour ça que la thérapeutique est un art et pas seulement une science. Et puis, dernier point, je reviens à cette diapositive, qui est de se dire finalement, on s'excite beaucoup dans la médecine occidentale là-dessus. Ceci, on en parle très peu. Et je vous ai expliqué déjà au début pourquoi l'effet placebo en France est considéré comme inutile. Et l'effet placebo, c'est rien. Et pourtant, quand on regarde bien, l'effet placebo, l'accompagnement, la qualité de l'intelligence thérapeutique, ça peut faire beaucoup. Et donc peut-être que pour certaines méthodes, et là je suis quand même très convaincu que beaucoup de méthodes dites complémentaires fonctionnent par effet placebo renforcé, avec une technique qui est un vecteur de relation, au même titre qu'une ordonnance peut être un vecteur de relation et qui augmente cet effet placebo. Il est aussi augmenté parce que le patient est bien écouté, parce qu'on prend du temps à l'analyser, etc. Eh bien, peut-être qu'à force de chercher des mécanismes d'action plus ou moins originaux, et il faut bien le reconnaître, parfois un peu ésotériques et bizarres, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux essayer de voir comment on peut augmenter toute cette partie d'effet placebo et d'accompagnement psychosocial du patient? Et un jour, peut-être, si je reviens vous parler de ça, je vous montrerai comment c'est possible. Parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, on voit comment des publications qui commencent à arriver. Oui, je vous ai mis celle-ci parce qu'elle est toute récente. Est-ce que l'homéopathie, ça vaut rien? Ou est-ce que c'est une psychothérapie effective? C'est-à-dire que la psychothérapie ne fonctionne pas finalement, l'homéopathie, pardon, ou d'autres thérapies complémentaires ne fonctionnent pas finalement, au moins en partie, comme des psychothérapies, y compris parce qu'il est bien démontré que les psychothérapies, leurs ingrédients fondamentaux de résultat, c'est les mêmes que l'effet placebo, c'est l'alliance thérapeutique et c'est la qualité du thérapeute. Je vous remercie de votre attention. Quelques commentaires. D'abord, je voudrais dire que le jury a validé l'épreuve de stress technique du nouveau conférencier sociétaire. Donc bravo, tu es reçu. Première chose. Merci. Deuxième chose, je crois que François Paille vous a fait une revue extraordinaire de la méthodologie des essais thérapeutiques telle qu'elle est pratiquée pour les médicaments, pour tout, et de l'application qu'on peut en faire aux thérapies complémentaires. Et je pense que c'est vraiment une ouverture, et ça montre le travail qui est fait au GEDCOP, le travail qui est fait au CUBIC, d'essayer de démystifier cette situation et cette efficacité, au-delà peut-être de l'effet placebo. Et je pense que c'est vraiment des données qu'il faudrait faire connaître aux médecins, et on vous a dit que ça va être enseigné dans le deuxième cycle. C'est qu'une partie des possibilités, hein, parce que des méthodes, il y en a 50. Et l'idée que je défends aussi, je fais juste un petit commentaire, c'est qu'en fait, dans beaucoup de ces études qui sont de médiocre qualité, ce qui fait qu'il y a 3 mètres cubes littérature sur une méthode dont on ne conclut jamais rien parce qu'on dit toujours, mais il faut refaire d'autres études de bonne qualité. Mais ça commence par le fait qu'il n'y a pas une bonne question de recherche qui est posée. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on veut étudier? Est-ce que j'étudie un effet global, placebo, spécifique, etc. Et puis la méthodologie est souvent pas adaptée à la question qui est posée ou qu'on veut chercher. Donc je pense qu'il y a une vraie culture méthodologique, c'est aussi un peu à ça qu'on s'attelle, à faire passer dans ces milieux qui n'en ont pas forcément l'habitude, et ceci n'est pas péjoratif dans ma bouche, qui n'ont pas forcément l'habitude de ces mécanismes d'évaluation méthodologique, pour qu'on se comprenne. Et puis sans doute, il faut s'appuyer sur des structures de recherche, le CNRS en est une, l'INSERM en est une, ils savent faire ça, c'est leur métier. Et s'ils veulent bien s'intéresser, alors le CNRS, je ne sais pas trop, mais l'INSERM commence à s'intéresser, c'est quand même des gens dont on a absolument besoin, parce que je ne vous cache pas que monter des études, des essais cliniques en France, c'est quand même un vrai chemin de croix. On est quand même des champions de la réglementation tous azimuts, et nous avons ici quelqu'un qui le connaît particulièrement bien, qui est Claude-Yves Pelsi notamment, mais c'est quand même, je parle sous votre contrôle, mais quand même un long chemin délicat de réglementation, de chercher des sous, de trouver la bonne méthodologie, de faire des statistiques. Donc voilà, tout ça, si on veut avancer, il faut aussi que cette culture transpire et qu'elle diffuse largement. C'est l'objet de la conférence. Alors, on a un peu de temps, malgré tout le retard qu'on a pris, pour quelques questions brûlantes. Oui, madame. Bon, prenons le cas d'un patient qui a une maladie chronique. On lui donne le traitement principal et régulièrement, le traitement principal, il entraîne des effets indésirables. Du coup, le médecin ordinaire lui donne un autre traitement pour compenser les effets indésirables.
Et ces effets indésirables enfin, ce deuxième traitement peut lui-même entraîner des effets indésirables et le médecin donne un autre médicament. Donc ça, c'est un des aspects des médicaments. Puis l'autre aspect, c'est dans une maladie chronique. La maladie chronique peut prendre différentes phases. Alors, ma question, c'est est-ce que quand le médecin traite par des médicaments habituels, ce qu'il fait habituellement, vous n'appelez pas ça un traitement complémentaire, alors que c'est quand même complémentaire au traitement principal? Et est-ce que vous l'appelez traitement complémentaire seulement quand ça utilise des méthodes alternatives? Alors en fait, on a déjà eu un grand débat sur l'intégratif. On parle de médecine intégrative et spontanément, nos collègues nous ont dit, mais moi je fais de la médecine conventionnelle et je fais déjà de la médecine intégrative parce que j'associe de la radiothérapie, de la chimiothérapie et des médicaments par exemple. Donc c'est vrai qu'on réserve pour l'instant le terme intégratif à l'association médecine complémentaire et thérapie complémentaire, médecine conventionnelle et thérapie complémentaire dans un souci de clarté. Mais dans l'esprit, intégratif, ça veut dire associer plusieurs traitements, quels qu'ils soient, une fois qu'ils ont été validés dans un certain cadre. Mais vous avez raison, vous avez bien résumé ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'en fait, on a une maladie, on a un effet secondaire, on va redonner notre médicament. Alors, il est intégratif, effectivement, au sens clinique du terme. Mais encore une fois, on est plutôt dans l'idée intégration, c'est des thérapies complémentaires, donc pas des traitements aussi solidement validés qu'un autre médicament. Par contre, si on peut remplacer le médicament, le deuxième médicament ou le troisième médicament qu'on donne pour les effets secondaires par une thérapie complémentaire qui sera à peu près aussi efficace, mais avec moins d'effets secondaires pour éviter cette chaîne que vous décrivez, ça c'est intéressant. Il y a quand même beaucoup de méthodes qui ont fait l'objet d'études, notamment pour les vomissements sous chimiothérapie. Ils sont quand même très pénibles. Donc il y a beaucoup d'études sur la fatigue et en cancérologie et sur les vomissements. Et on sait qu'il y a des méthodes type thérapie complémentaire, non médicamenteuses, qui fonctionnent assez bien. Et ça, c'est vraiment le champ de ces thérapies. L'objectif, c'est pas de guérir le cancer, hein. C'est par contre d'améliorer la qualité de vie du patient derrière, parce que c'est aussi pour ça, pour aller à l'extrême, hein, que la socio-esthétique a été introduite dans les soins de support en cancéro. Et la socio-esthétique, dans ce cadre, devient thérapeutique. Parce que la patiente va se sentir mieux, parce que voilà, toute une chaîne derrière qui fait que le patient se sentant mieux, étant moins anxieux, moins déprimé, ça va aussi avoir un impact par retour, par effet boomerang sur sa pathologie. Peut-être aussi l'effet du sport dans le cancer, qui a non seulement un effet sur la qualité de vie, mais aussi, semble-t-il, sur le pronostic. Alors, l'activité physique adaptée est maintenant reconnue et intégrée dans l'arsenal thérapeutique conventionnel, mais au départ, c'était aussi une thérapie dite complémentaire, en disant ça leur fait sûrement du bien s'ils se sentent mieux. Maintenant, ça peut être prescrit dans certaines pathologies type diabète ou obésité, dans un cadre tout à fait conventionnel et remboursé. Ça veut dire que certaines de ces thérapies complémentaires qui sont actuellement mal validées pourraient probablement passer comme thérapie conventionnelle si elles étaient mieux évaluées que ça et rendraient de grands services. Et je peux poser un truc, juste un petit truc. Si on fait des points d'acupuncture qui sont à côté du bon point, est-ce qu'on risque de créer un autre problème? Alors, c'est quelque chose qui est très, très discuté. Alors, peut-être on n'a pas tout à fait le temps, mais qui est de dire finalement quel est le bon placebo, quelle est la bonne méthode factice. Parce qu'on peut dire, ben, est-ce qu'il va faire une infraction ou pas? Si je fais une infraction, ben, je fais quand même quelque chose qui a lui-même, qui n'est plus tout à fait placebo, mais qui a lui-même un effet, parce qu'on sait bien que le fait d'avoir une injection ou une effraction cutanée ou de la stimulation transcrânienne a déjà en soi une certaine efficacité. Donc on n'est plus dans quelque chose qui est... La définition du placebo, c'est que c'est inerte. Alors que là, on n'est plus dans quelque chose probablement qui est inerte déjà. Donc il y a de grandes discussions sur qu'est-ce que c'est qu'une méthode factice. C'est plus facile pour un placebo, on donne un comprimé où il y a de la farine dedans, pas d'effet pharmacologique, ça roule. Par contre, là, oui, c'est très discuté sur ce qu'est une méthode factice. Parce que probablement, si on fait des points à côté, le résultat, il est meilleur qu'un effet placebo. Joël, Guezzolo-Renno. Donc la psychologue et l'enseignant-chercheur en psychologie que je suis souscrit entièrement à tout ce que vous avez dit. Je me disais que complémentarité des méthodes, mais complémentarité des disciplines aussi. Et ça me fait penser que ce qui en découle, c'est une conception du soin qui n'est pas centralisée autour du médecin, de la figure du médecin, mais qui nécessite de comprendre qu'on doit fonctionner en réseau. Alors c'est peut-être là que le bât blesse,
dans notre pays par rapport à d'autres pays dont on peut connaître le système de soins, comme au Québec, par exemple, où là, il y a une pratique du soin en réseau qui laisse place à des approches, alors non pas pluridisciplinaires, mais interdisciplinaires, précisément, qui fait du lien autour du patient. Et je pense que ça, c'est un point qui est très important. C'est très important et très difficile. Parce que, alors c'est pas enregistré, je peux le dire, hein, non? Non, mais les médecins, ils ont un peu confisqué la médecine. C'est la réalité. Et ils le défendent becs et ongles. Alors même que si on prend l'activité physique adaptée, qui est maintenant complètement intégrée comme thérapie conventionnelle, c'est pas les médecins qui vont la faire, c'est des moniteurs d'activité physique adaptée formés pour cela. Et pourtant, dans le cadre d'un programme thérapeutique ou d'un parcours de soins intégré bien compris, ce moniteur d'atelier a pour moi une activité thérapeutique. Ah oui. Ah ben vous dites bien sûr, mais oui, oui, j'appelle ça de mes voeux, mais je suis pas absolument sûr que il n'y ait pas quelques freins, et je suis absolument sûr qu'il y en a, qui soient bien serrés derrière pour dire pas possible, ça ne peut pas s'appeler thérapeutique. Sauf que c'est le diagnostic qui est un acte qui caractérise en quelque sorte le médecin. Mais on voit bien, et moi en addictologie, pour lequel il y a quand même des médicaments peu performants, nous sommes déjà des centres de santé intégrés parce qu'on a des diététiciennes, des psychologues, on fait de la réhabilitation, on fait de la yoga-thérapie, on fait des thérapies à médiation diverses et variées. Voilà. Parce que c'est ça qui permet aux patients, sur les nombreuses dimensions qui sont altérées, de retrouver ce rétablissement que j'évoquais tout à l'heure. Mais ça avance doucement. Puis ça avance. Et sur un plan plus méthodologique, je me disais aussi, mais c'est lié à cette conception intégrative, ce qui en découle également, c'est comment dire, la recherche de causalité qui ne soit pas linéaire. Tel facteur produit tel effet. C'est-à-dire une conception du patient ou de l'humain qui soit intégrée dans une vision systémique. Et peut-être avoir un modèle processuel, c'est-à-dire avec une interdépendance entre les différents facteurs. Je sais qu'il y a des outils d'analyse, par exemple l'échelonnement multidimensionnel, qui permettent justement d'avoir une vision vraiment très interdépendante de tous ces paramètres-là. C'est pour ça que j'ai insisté d'emblée sur le fait de dire dans les premières diapos que compte tenu de l'interaction complexe entre une maladie chronique et les déterminants de l'acte thérapeutique, ça ne peut pas être une seule personne qui répond à la question, mais c'est forcément un groupe et un parcours de soins. Le deuxième élément, c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup insisté sur la qualité de l'évaluation. Parce que si les dimensions fonctionnelles altérées ne sont pas bien connues, à ce moment-là, c'est nous qui décidons ce qui est bon pour le patient. C'est-à-dire dire, ben oui, vous êtes vomissement, c'est ça. Mais peut-être pour le patient, c'est vraiment vers ça qu'on va. C'est peut-être pas ça qui est le plus important. C'est peut-être pas ça les premières choses par lesquelles il veut commencer. On a même souvent pas les mêmes priorités entre médecin et patient. Donc l'idée de dire il faut centrer sur le patient, ça veut dire ça. Ça veut dire c'est pas moi qui décide ses priorités. Je peux l'aider à faire l'analyse et après c'est lui qui décide par quoi il veut commencer en fonction de plein de choses, son projet de vie, son centre d'intérêt, tout ce qu'on veut, mais aussi ce qui le gêne. Parce que ce que moi je pense il gêne beaucoup, c'est peut-être pas encore une fois ce sur quoi il veut le plus travailler. Je donne un exemple. Les Mickey, donc diarrhée importante, etc., très problématique. Mais la vie relationnelle, elle est foutue en l'air, quoi. Vous pouvez pas aller au cinéma parce que vous allez 3 fois au WC. Chez les voisins, première chose que vous faites chez les amis, c'est de dire où sont les toilettes. Comprenez, ça, c'est un impact majeur. Voilà. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est de dire vraiment, centrer sur le patient, ça veut dire qu'est-ce qu'il veut, quels sont ses choix, quelles sont ses priorités, pourquoi il veut commencer. Et moi, je peux l'aider, parce que moi, je connais la maladie, je connais les traitements, et je peux lui faire des propositions. Mais même pour les traitements, en fait, ce qu'on fait actuellement, c'est lui proposer des traitements pour lesquels on est formé. En fait, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Il faudrait dire de quoi le patient a besoin et où sont les interlocuteurs dans le cadre de mon réseau où je peux l'adresser pour répondre à ces questions. C'est tout un système de pensée à modifier et à inverser. Ouais. J'avais une dernière remarque de dire que si ça a marché, si ça a été efficace, c'est parce que le médecin ou le thérapeute écoutait. Voilà. Et de dire à ce propos-là, ah ben c'est un effet placebo. Je crois que ça réduit un petit peu la force de la relation, de l'effet de la relation. C'est-à-dire que la rencontre entre le thérapeute et son patient, ça fait partie du traitement. Donc, c'est pas uniquement un effet placebo. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que le placebo, c'est un traitement. Ben oui, voilà. D'ailleurs, le placebo lui-même, qui est de la farine, du sucre, tout ce que vous voulez. Dans la représentation du public, Il n'y a pas d'effet pharmacologique au placebo. Ça balaye. On dit que ça ressemble à un médicament, mais c'est un médicament.
Parce qu'il a une efficacité avec des tailles d'effet, je reviendrai peut-être un jour vous dire ça, qui ne sont pas négligeables. La meilleure solution, la meilleure taille d'effet que je connaisse, c'est la stimulation magnétique transcrânienne. Pourquoi? Un casque avec des électrodes partout, des trucs, des machins, dit je vais faire passer un courant magnétique à travers votre cerveau. Rien que ça, le patient, il est guéri. Enfin, je plaisante un peu, mais vous comprenez? Dernière intervention. Non, tout le monde est fatigué. Tout le monde a faim, hein? Tout le monde a faim, oui, c'est ça. Surtout l'orateur qui lui meurt de soif en plus. Je crois qu'effectivement, il faudra probablement une deuxième partie. François, là, c'est une très belle introduction à cette problématique de l'évaluation de l'effet des thérapeutiques. Je pense que c'est qu'une introduction et je pense qu'effectivement, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, peut-être sur des sujets plus ciblés aussi. Parce que on a un peu envie d'avoir des applications pratiques par rapport, tu en as un peu parlé sur les différentes thérapies complémentaires. Mais quand même, pour rassurer, moi qui siège depuis de nombreuses années à la Haute Autorité de Santé dans la commission qui valide les recommandations, il y a toujours des représentants de patients, de plus en plus. D'ailleurs, la nouvelle vice-présidente est une représentante d'association de patients, mais que la difficulté qu'on a, comme ça a été évalué par Joël, c'est d'évaluer l'efficacité des réseaux. On évalue des techniques les unes par rapport aux autres. On évalue souvent des techniques parce qu'elles sont, la demande d'évaluation vient d'une spécialité médicale, mais qu'on a beaucoup de difficultés en fait à avoir des études publiées où on étudie la outcome de l'ensemble des intervenants. Et il n'y en a quasiment pas. Et c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faudrait se développer effectivement. Et là, on serait vraiment complémentaires, comme tu le dis. C'est vrai, mais le problème, c'est que c'est extrêmement compliqué parce que si tu as 4 points d'impact en même temps, tu sais jamais lequel agit le plus, ni quelle est la hiérarchie, ni celui sur lequel il faut mettre un impact. Hein. Alors, la réponse toute faite, c'est l'intelligence artificielle. Voilà, écoutez, merci, on peut l'applaudir, je crois.